Vous êtes à la fin d'un jeu télévisé. Il y a 3 rideaux devant vous. Derrière l'un des rideaux se trouve une voiture. Derrière les 2 autres, il y a une chèvre. Le présentateur, un certain Monty Hall, vous demande de choisir l'un des rideaux. Vous décidez de prendre le rideau du milieu. Parce que bon, il n'y a pas de raison de choisir un rideau plutôt qu'un autre. Mais Monty Hall est un animateur télé. Autrement dit, c'est presque un youtubeur. Et du coup, il adore faire monter le suspense. Et justement, pour faire monter le suspense, Monty Hall va révéler une chèvre. Et comme il sait que derrière les rideaux que vous n'avez pas choisis, il y a forcément une chèvre, il y a un de ces rideaux qu'il peut révéler. Et en effet, il révèle alors le rideau de droite qui cache une chèvre. Mais Monty Hall est aussi un petit malin qui adore mettre ses invités dans des situations de dilemme. Et il vous propose donc un dilemme. Il vous propose de rester sur votre choix du rideau du milieu ou de changer de rideau en passant à celui de gauche. Que faire ? La première intuition est-elle toujours la bonne ou n'y a-t-il que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis ? Ou encore, est-ce que ça change vraiment quelque chose de changer de rideau ? Je vous invite à mettre pause et à y réfléchir. Allez, encore 5 secondes pour mettre pause. 3, 2, 1... Le problème que je viens de présenter est devenu un grand classique des lois des probabilités. Vous en avez d'ailleurs déjà peut-être entendu parler. En fait, il y a même énormément de vidéos à ce sujet et toutes en arrivent à la même conclusion. Mais pendant longtemps, étrangement, on semblait encore loin d'un consensus à ce sujet. Ce problème a en effet été introduit en 1959 par le génial mathématicien récréatif Martin Gardner dans Scientific American avant d'être redécouvert et publié dans le journal American Statistician en 1976. Mais c'est vraiment en 1990 que le destin du problème du Monty Hall a pris un tournant grâce à la mathématicienne Marilyn Vos Savant et son impressionnant QI de 228. Celle-ci tenait une chronique appelée Ask Marilyn dans la revue Parade, et en particulier suite à une lettre d'un lecteur, le 9 septembre 1990, Marilyn Vos Savant publia une démonstration mathématique de la solution du problème. Et ce fut le début du shitstorm. Suite à cette publication, Marilyn Vos Savant reçut autour de 10 000 lettres, y compris 1000 lettres de détenteurs de doctorat, c'est-à-dire quelque chose comme Bac+8. Imaginez ça. Moi, recevoir 108 mécontents, c'est déjà une shitstorm. Mais là, Marilyn Vos Savant reçut 100 fois ça. Pire, beaucoup de ces critiques venaient de gens très compétents, y compris des enseignants et des chercheurs en sciences et en mathématiques, qui, pleins de condescendance, de sarcasme et de virulence, se permirent de comparer Marilyn Vos Savant à une chèvre. Robert Sachs, professeur de mathématiques à George Mason University, écrivit « Vous vous êtes planté ». En tant que mathématicien, je suis très préoccupé par le manque de compétences mathématiques du grand public. S'il vous plaît, aidez en confessant votre erreur et en étant, dans le futur, plus prudente. Mary Jane Steele, professeure de mathématiques à Palm Beach Junior College, ajouta « Notre département de maths a eu un beau fou rire tout à fait mérité à votre dépens ». Ray Bobo, professeur de mathématiques à Georgetown University, écrivit « Vous vous trompez complètement. Combien de mathématiciens irrités vous faudra-t-il pour changer d'avis ?» Même le très grand mathématicien Paul Erdős prit publiquement position contre Vos Savant. Personnellement, j'ai régulièrement peur que ce qui est arrivé à Marilyn Vos Savant m'arrive à moi aussi. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et subir ce genre de réaction massive, surtout venant de gens avec une certaine respectabilité, c'est extrêmement blessant. Ce qui est clair, c'est que si ça m'était arrivé, j'aurais très mal dormi pendant plusieurs jours. Ça me semble même probable que j'en déprime. Subir ce bullying massif, c'est psychologiquement très difficile. Sauf que dans le cas de Marilyn Vos Savant, ses critiques étaient à côté de la plaque. La démonstration qu'elle avait publiée était juste, et les critiques se trompaient complètement dans leur raisonnement. Ces critiques étaient condescendants, sarcastiques, virulents, diplômés, respectables et respectés. Ces critiques étaient sûrs d'eux. Ils parlaient avec éloquence et sans hésitation. Ils n'avaient pas l'ombre d'un doute, mais ils avaient tort. Et oui, moi aussi, au moment de parler du sol qui accélère vers le haut, de séries divergentes ou de super intelligence, j'ai subi ce genre de critiques condescendantes, sarcastiques et virulentes. Pire, sans doute parce qu'ils étaient en excès de confiance et ignoraient complètement l'étendue de leur ignorance, même une démonstration mathématique rigoureuse et pédagogique était incapable de faire réfléchir les critiques. Aussi brillants et diplômés étaient-ils, leur intuition avait tranché et leur raison était devenue dévouée à leur intuition erronée. Comme le dirait Jonathan Haidt, Intuitions first,
reasoning second. Et au final, même si je compatis énormément avec Marilyn Vos Savant qui a dû subir un énorme lever de bouclier et une méga shitstorm pour avoir publié une démonstration juste, c'est surtout la réaction de ces critiques qui me fait réfléchir. J'aurais tellement honte d'être à leur place et j'ai tellement peur d'avoir déjà souvent été à leur place, c'est-à-dire avoir critiqué les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons en mode shitstorm parce qu'à ce moment j'étais en excès de confiance et pensais que la bonne chose à faire, la chose morale à faire, c'était de participer au mouvement massif de critique de ces personnes. Par exemple, quand j'ai critiqué la marche des sciences et ce que j'ai appelé l'hooliganisme scientifique, je me dis que j'ai peut-être été trop sûr de moi et que j'ai peut-être parlé trop à l'affirmative. Et que du coup, j'ai peut-être blessé les organisateurs et je l'ai peut-être même fait pour des mauvaises raisons. Si c'est le cas, je vous présente toutes mes excuses. Idem quand je critique la démocratie, la p-value ou le réalisme moral, j'espère ne pas être en excès de confiance, j'espère ne blesser personne. Et j'espère surtout ne pas faire du mal en voulant faire du bien. Oui, parce que la leçon principale à tirer des mésaventures des critiques de Marilyn Vos Savant, c'est que même lorsque l'on est un génie, surtout dès qu'il s'agit de probabilité, c'est extrêmement dur de ne pas se tromper. Surtout si on s'appuie sur un raisonnement partiellement intuitif. Et c'est encore plus dur de prendre le temps d'envisager la possibilité que notre intuition se trompe. Or, les raisonnements probabilistes sont devenus omniprésents. Quand on parle des impacts des OGM sur la biodiversité, de la régulation des marchés financiers ou des effets du véganisme sur notre santé, on ne peut raisonner que de manière probabiliste. Quand on parle de risque nucléaire, de culpabilité d'un individu ou de conséquences sociales des IA, on ne peut raisonner que de manière probabiliste. Quand on parle du futur du travail, des préférences morales ou d'IA de niveau humain, on ne peut raisonner que de manière probabiliste. Et comme on y va généralement avec une bonne grosse part d'intuition, il faut s'attendre à ce que l'on soit en train de mal envisager ces problèmes et à ce que certaines, voire la plupart, de nos actions que l'on croit clairement bénéfiques pourraient en fait être très néfastes. Quand votre intuition vous fait prendre des positions tranchées, je vous invite à prendre du recul et à penser à Marilyn Vos Savant. Et à penser surtout aux critiques de Marilyn Vos Savant. D'ailleurs, pour ce problème du Monty Hall, dites-moi, de quel côté êtes-vous? Et surtout, de quel côté étiez-vous avant d'apprendre la solution à ce problème? Est-ce que vous pensiez qu'il faut garder le rideau initial, ou qu'il faut changer, ou que ça n'a aucune importance? Et surtout, quel degré de confiance aviez-vous, ou avez-vous, en votre réponse intuitive? Et êtes-vous sûr d'avoir en tête un raisonnement valide pour en arriver à votre conclusion? Bon, je vais arrêter de jouer les présentateurs télé et on va mettre fin au suspense. Dans ce problème, il faut changer de rideau. En effet, en changeant de rideau, vous doublez vos chances de gagner la voiture. Et oui, je sais, c'est ultra contre-intuitif, mais c'est la conclusion à laquelle aboutit le raisonnement probabiliste. Or, je fais beaucoup plus confiance à ce raisonnement probabiliste qu'à mon intuition. Et je fais même d'ailleurs beaucoup plus confiance à ce raisonnement probabiliste qu'en l'avis des experts. Autrement dit, si demain j'aboutissais à une conclusion suite à un raisonnement bayésien exact et si j'étais sûr à 99,999% de la validité de ce raisonnement bayésien, alors je ferais largement plus confiance au raisonnement bayésien qu'à l'avis des experts et leurs intuitions, y compris s'il y a un consensus opposé des experts, à l'instar de Marilyn Vos Savant. Même si des statisticiens affirment que je me trompe, à moins qu'ils révèlent une erreur dans le raisonnement bayésien, c'est au raisonnement bayésien que je ferai davantage confiance. C'est ça, être aspirant bayésien, c'est faire avant tout confiance, voire entièrement confiance, aux lois des probabilités. Alors bien sûr, en pratique, pour des problèmes complexes comme le changement climatique, le raisonnement probabiliste est beaucoup trop complexe à faire, y compris avec des machines. Et du coup, c'est généralement le consensus scientifique qui devient la meilleure solution pragmatique pour se faire un avis. Mais le problème de Monty Hall est suffisamment simple pour qu'on puisse effectuer le raisonnement bayésien exact. Et c'est de ce raisonnement bayésien qu'on va parler pour finir cette vidéo. Mais avant d'en arriver là, je précise que le raisonnement vraiment bayésien n'est pas le seul qui permet d'orienter notre intuition vers la bonne réponse. Je vous recommande en particulier les excellentes vidéos de La statistique expliquée à mon chat, de Professeur Culture Précieuse, de Richard Taillet et de Math un peu ça, pour découvrir des preuves mathématiques, des variantes théoriques et des simulations empiriques qui permettent d'aiguiller l'intuition. Mais je précise aussi un point qui me semble important. Aucune de ces vidéos ne présente vraiment le raisonnement bayésien. Du coup, après avoir vu ces vidéos, vous aurez peut-être l'impression de mieux comprendre le problème de Monty Hall, mais ce n'est pas mon but dans cette série.
Car comprendre un problème, c'est cool, mais comprendre la méthode générale pour résoudre tous les problèmes, c'est quand même plus important. Et c'est vraiment ça l'un des objectifs principaux de cette série. Je veux vous présenter la méthode qui, selon la pure bayésienne, est la méthode ultime pour résoudre tous les problèmes, du problème du Monty Hall au changement climatique en passant par la physique théorique, la psychologie humaine et la prédiction du futur de l'humanité. Je veux vous faire découvrir le bayésianisme. Alors bien sûr, on peut se demander si la pure bayésienne a raison de faire 100% confiance à sa méthode, mais avant d'en venir là, et je vous le promets, on y viendra, je vous demande de faire pour l'instant l'expérience de penser qu'elle a en effet raison à 100% de faire confiance au raisonnement probabiliste pour en découvrir les conséquences. Je vous invite notamment à calculer ce fameux terme d'expérience de pensée associé au bayésianisme. Assez bavardé, passons à la solution bayésienne. Celle-ci correspond à appliquer la formule de Bayes. Et pour cela, il faut commencer par expliciter notre préjugé. Avant que Monty Hall ne fasse quoi que ce soit, que pouvait-on penser? Eh bien, faute d'avoir accès à une étude des endroits où Monty Hall a l'habitude de cacher la voiture, il semble que l'on ne puisse pas dire grand-chose. Les 3 rideaux semblent indiscernables. Donc il semble raisonnable de dire que les 3 rideaux sont équiprobables, c'est-à-dire que pour chaque rideau, la voiture a une chance sur 3 de se trouver derrière ce rideau. On a donc initialement 3 théories avec la même probabilité. Puis, on a choisi le rideau du milieu, ce qui ne devrait pas changer ces probabilités. Mais ensuite, Monty Hall révèle la présence d'une chèvre derrière le rideau de droite. C'est une information qui devrait nous forcer à mettre à jour nos crédences. Et pour y arriver, il nous faut estimer les termes d'expérience de pensée associés à chacune de nos 3 théories. Souvenez-vous, pour calculer le terme d'expérience de pensée d'une théorie, il nous faut nous placer dans un univers alternatif où la théorie est vraie et calculer la probabilité des données, ici le fait que Monty Hall révèle la porte de droite, dans cet univers alternatif. Le cas simple est la théorie « la voiture est à droite ». Cette théorie est incompatible avec la donnée observée. Ou plus exactement, la probabilité de voir une chèvre à droite dans un monde où la voiture est à droite est nulle. Le terme d'expérience de pensée de cette théorie est donc égal à 0. Passons à la théorie « la voiture est à gauche ». Dans ce cas, Monty Hall n'a en fait pas le choix. S'il veut révéler un rideau avec une chèvre, alors il est obligé de révéler le rideau de droite. Autrement dit, la théorie « la voiture est à gauche » prédit la donnée observée de manière univoque. Son terme d'expérience de pensée est donc égal à 1. Enfin, il nous reste la théorie « la voiture est au milieu ». Cette fois, Monty Hall peut révéler le rideau de gauche ou de droite. Lequel va-t-il révéler? Parce que ces 2 rideaux sont a priori indiscernables, il semble raisonnable de dire qu'il a autant de chances de révéler le rideau de gauche que celui de droite. Du coup, cette fois, la prédiction de la donnée observée n'est plus univoque. On prédit la donnée observée avec probabilité 1/2. Autrement dit, et on insistera davantage dessus dans les vidéos à venir, dans cette théorie, on est un peu surpris que ce soit le rideau de droite qui ait été ouvert. Selon cette théorie, on aurait après tout pu observer une autre donnée. Quoi qu'il en soit, du coup, 1/2 est le terme d'expérience de pensée associé avec cette 3e théorie. On a maintenant ce qu'il faut pour calculer les scores des différentes théories, en multipliant le préjugé de chaque théorie par son terme d'expérience de pensée. On obtient 1/3, 1/6 et 0. Pour faciliter les calculs, vu que ce qui compte ce sont les scores de chaque théorie relativement aux scores des autres, on peut multiplier tout ça par 6, ce qui nous donne 2, 1 et 0. En particulier, on voit que la théorie « la voiture est à gauche » est désormais 2 fois plus probable que la théorie « la voiture est au milieu ». Pour obtenir les probabilités des 2 théories, on peut maintenant appliquer la formule de Bayes ou tout simplement comparer le score de chaque théorie au total des scores de toutes les théories. On voit alors que la théorie « la voiture est à gauche » a une probabilité 2/3 contre une probabilité 1/3 pour la voiture est au milieu. Tels étaient bel et bien les résultats de Marilyn Vos Savant. Il faut changer. Vous doublez vos chances en changeant de rideau. Mais encore une fois, j'ai envie de dire Osef de la solution du problème. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que d'une part, le raisonnement bayésien peut complètement diverger du raisonnement intuitif, mais aussi, j'espère vous avoir aidé à sentir les étapes indispensables à ce raisonnement bayésien et comment les effectuer en pratique. De manière grossière, il faut commencer par identifier les théories à considérer, puis décrire notre préjugé sur ces théories. Ensuite, pour chaque théorie, il faut effectuer une expérience de pensée qui détermine si les données observées sont surprenantes dans le cadre de telle ou telle théorie.
Puis on calcule le score de chaque théorie en multipliant sa crédence a priori par sa capacité à prédire les données observées. Enfin, on peut conclure en comparant le score de chaque théorie au score des autres théories. Bien sûr, dans le cas général, ce raisonnement bayésien prend beaucoup de temps et il faut nous contenter d'approximations, mais pour arriver à être pas trop mauvais dans ces cas complexes, il est utile de s'entraîner, notamment avec des problèmes simples comme le Monty Hall ou l'énigme des deux enfants. Voilà en particulier qui devrait nous forcer à davantage de modestie épistémique, et sans doute à y réfléchir à 2 fois avant de critiquer qui que ce soit. La prochaine fois que vous voudrez incendier quelqu'un, je vous invite à respirer un coup et à penser à Marilyn. La dernière fois, on a introduit la formule du savoir et Kifran fait la remarquer qu'il a eu peur de ne pas s'accrocher et que c'est difficile, ses premières vidéos ne sont pas les plus faciles en fait de cette série. Oui, on a introduit un petit peu le formalisme et surtout une toute nouvelle façon de penser et c'est extrêmement perturbant de prime abord. Ça n'a pas à voir avec la difficulté intrinsèque du problème. Je pense que c'est vraiment que c'est très différent de ce dont on a l'habitude, mais du coup il faut juste prendre l'habitude de raisonner ainsi. Donc je vous invite vraiment à voir et à revoir et à revoir pas mal ces vidéos, à essayer de vraiment vous familiariser de plus en plus avec ces terminologies et cette façon de penser. Et a priori, si vous faites ça de plus en plus, vous allez finir par trouver ça plus facile à assimiler et à aller de l'avant. Ouais, je suis désolé de faire des trucs un petit peu compliqués au début, malheureusement je pense que c'est utile d'en passer par là. Mais même si vous n'avez pas compris ces premières vidéos, je vous invite fortement à essayer de vous accrocher car petit à petit les choses s'éclairciront et notamment une fois que vous avez vu cette vidéo, c'est peut-être une bonne idée de revenir à la vidéo précédente ou celle d'encore avant pour voir les différents liens entre tout ça et peut-être que cette vidéo typiquement va clarifier la vidéo précédente. Mathématiques fait la remarque que nos préjugés sont parfois pires que le hasard. Alors ceci dit, contrairement à ceux qui l'affirment, il me semble que non, ils ne sont pas toujours pires que le hasard. C'est-à-dire qu'il y a des cas où quand même on peut se dire qu'on a un préjugé meilleur que le hasard. Par exemple, si je tire une carte au hasard dans un jeu bien mélangé, a priori ce ne sera pas l'as de pique. Je pense que c'est un préjugé qui est assez valide et on sait même, et même mon préjugé est un peu plus précis que ça puisque mon préjugé c'est qu'il y a une chance sur 52 que ce soit l'as de pique. De la même façon, si je devais parier sur la météo de demain à Lausanne, eh bien je parierais assez raisonnablement qu'il ne neigera pas. Donc voilà, donc ça c'est un genre de prédiction aussi que l'on peut faire et qui montre que nos préjugés ne sont pas toujours pires que le hasard. Ceci dit, il arrive des cas où nos préjugés sont pires que le hasard et notamment, je recommande notamment ce merveilleux TED de Hans Rosling qui pose des questions où nos préjugés sont globalement pires que le hasard. Et c'est super utile d'identifier ces cas où nos préjugés, en tout cas nos préjugés intuitifs, sont pires que le hasard. Puisqu'après on peut faire appel à un préjugé sur nos préjugés intuitifs, qui sera une espèce de préjugé un peu plus réfléchi. Et si jamais le préjugé réfléchi en vient à cette conclusion, il aura tout intérêt à remplacer les préjugés intuitifs par une complète incertitude sur les différentes hypothèses a priori. En particulier, ce que l'exemple de mathématiques montre très bien, c'est qu'il y a une différence entre les préjugés intuitifs que l'on a et les préjugés que l'on aurait si on réfléchissait notamment davantage à tout ce que l'on sait. En particulier, le calcul des préjugés est un problème très difficile en tant que tel. Et c'est pour ça que je vous pose notamment ces paris bayésiens, c'est pour vous amener à réfléchir à vos préjugés, parce qu'on a des préjugés intuitifs, mais ce n'est pas forcément les préjugés que l'on aurait si on réfléchissait davantage, notamment encore une fois si je prends le mot préjugé au sens littéral, c'est-à-dire juger avant. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que ça vous permet de mieux comprendre ce que j'entends par raisonnement bayésien, c'est-à-dire vraiment coller finalement à la formule de Bayes. Et la prochaine fois, on appliquera cela au fameux problème des deux enfants où on essaiera enfin de proposer une solution vraiment bayésienne à cette énigme des deux enfants. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Imaginons que nous n'avons pas 3 portes, mais 20 portes. Derrière l'une d'elles, une voiture, et derrière les 19 autres, une chèvre. Vous choisissez une porte, puis le présentateur décide d'ouvrir toutes celles que vous n'avez pas choisies, sauf une. Et toutes révèlent des chèvres. Maintenant, si on nous propose de changer d'avis, on aurait tendance à prendre cette porte. Si, effectivement, il était sur la bonne porte, si ça c'était la bonne, il n'a pas intérêt à changer. Ça arrive une fois sur 3. Par contre, dans deux cas sur 3, les fois où il avait la mauvaise, on sait où elle est. Si ça c'est la mauvaise porte, comme ça c'est la mauvaise aussi, la bonne elle est là nécessairement. Donc dans 2 cas sur 3, la bonne porte c'est celle-là.